Je vous propose de commencer et bien sûr, ceux qui arriveront nous rejoindront. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Caroline Lejeune, membre du bureau d'Alumni for the Planet. Et je suis ravie de vous accueillir ce soir avec Caroline Renoux, qui est fondatrice et dirigeante du cabinet de recrutement Burdeo, spécialisé dans les métiers à impact, et Clémence Blanc, qui est directrice marketing chez Le Franc-Bourgeois, qui témoignera de son expérience concrète en tant que salarié en entreprise pour pouvoir faire bouger les choses en interne et en externe. Vous verrez que ça va être passionnant de voir les deux prismes. Caroline va intervenir avant sur les tendances des métiers, de l'emploi, à quel point il est devenu indispensable d'intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux dans son métier pour plein de raisons, à la fois de sens et à la fois d'action, hein. Nous le verrons. Et puis, nous aurons ensuite, moi je vous présenterai un certain nombre de clés pour agir. Très rapidement, la méthodologie qu'Alumni for the Planet a mise en place pour vous aider à passer à l'action quand vous le souhaitez et pour vous accompagner. Donc ça, ce sera après les interventions de Caroline et Clémence. Et surtout, à la fin, nous aurons un temps, nous avons choisi de garder un temps significatif, une demi-heure, pour les échanges entre vous et nous. Échanges qu'on veut aller un peu plus au-delà que des questions-réponses. On vous donnera l'occasion de nous partager une problématique que vous avez en nous disant quelle est votre formation, vos années d'expérience, votre métier et votre fonction de prédilection, et nous partager la problématique ou l'envie que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre métier pour pouvoir intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux. Et on essaiera de vous donner des clés personnalisées pour pouvoir avancer. Voilà, merci encore à tous d'être présents. Nous sommes, bon, ce webinaire est enregistré, il y aura un replay qu'on vous fera parvenir. N'hésitez pas à mettre des questions tout au long des interventions dans le chat. Ça nous permettra de penser à bien y répondre en fin d'intervention. Merci encore à tous et je passe la parole à Caroline Renoux, donc, en la remerciant beaucoup de co-organiser ce webinaire avec nous. Tous. Écoutez, je suis ravie d'être ici parce que, comme Caroline ne l'a pas dit, je crois, nous sommes partenaires d'Alumni for the Et oui, Planet parce que enfin voilà, toute mon équipe, on trouve ça vraiment formidable, cette initiative de se dire, on est dans notre entreprise, on a notre job, comment est-ce qu'on fait pour agir là où on est maintenant? Donc voilà, ça c'est déjà une première étape pour aller vers ces métiers. Donc moi j'ai démarré Burdeo en 2010. En 2010, les gens qui s'intéressaient à ces sujets, c'était vraiment des pionniers qui plus ou moins se formaient tout seuls, qui étaient prêts à faire de grandes concessions en termes de salaire, en termes d'évolution de carrière. Et puis petit à petit, les choses ont évolué. Alors il y a eu, et c'était des postes qu'on voyait énormément, soit dans les très grandes entreprises, dans les directions RSE, ou alors dans des petites structures de ce qu'on appelait beaucoup à l'époque l'économie sociale et solidaire. J'ai vu un premier changement en 2016. C'était après la COP 21. Donc là, il y a quand même la réglementation et les financiers qui ont commencé à pousser les choses. Et là, on a commencé à avoir vraiment une professionnalisation des métiers. Donc, on pouvait plus s'improviser par hasard expert de la RSE. On a vu ces métiers, alors dans les directions RSE aussi, beaucoup dans les cabinets de conseil. Et on a commencé à les voir aussi dans ce qu'on appelle à l'époque, enfin et toujours, hein, les entreprises engagées. D'ailleurs, en 2016, Bicorp était en France déjà depuis une année.
2019, ça a vraiment été l'explosion du sujet. Alors, ça a été un an avant le Covid. Il y a eu plein de choses, hein. Il y a eu la loi Pacte qui a permis, de faire en sorte qu'il y ait le statut de société à mission qui émerge. Il y a eu l'application Yuka qui a aussi poussé les consommateurs à demander des choses supplémentaires aux entreprises. Il y a eu le manifeste des étudiants pour un réveil écologique. Enfin, tout un faisceau d'événements qui a fait que les entreprises ont commencé encore davantage à professionnaliser ces sujets. Et puis 2020, il y a eu ce Covid. Là, ça a été une amplification encore plus forte. Et depuis 2021, sur certains métiers, on manque vraiment de compétences. Alors aujourd'hui, ces métiers, on les retrouve dans plein d'endroits différents et à des niveaux différents. Aujourd'hui, on commence à retrouver ces métiers, notamment les directions RSE, dans les comités exécutifs et les comités de direction. C'est assez nouveau. Alors, il y a plusieurs raisons, mais à mon sens, il y en a une qui est assez importante, c'est que dans les conseils d'administration, donc par le biais du code AFEP-MEDEF ou du code Middle Next, donc qui sont les deux vadémécum, on va dire, des conseils d'administration, on recommande très très fortement d'avoir un administrateur ou une administratrice qui connaît bien ces sujets de changement climatique et de RSE en général. On recommande également que tout le conseil d'administration soit formé. Alors, on n'y est pas encore, mais quand même, ça a vraiment fait énormément bouger les choses. Ce qu'on constate aussi, c'est que il y a, on va dire, trois grandes typologies de métiers sur ces sujets. Donc, il y a les métiers RSE généralistes, donc en général les directions RSE, ou alors dans les ETI, des PME, des gens qui vont porter la casquette RSE en plus de leur métier. Donc, c'est des gens qui ont une très bonne connaissance du sujet et qui maîtrisent extrêmement bien la conduite du changement. Mais on ne va pas attendre d'eux que ce soit des experts du carbone, par exemple. Après, il y a les métiers de spécialistes. Alors, probablement, quand on est en reconversion, en évolution, ce sont les plus difficiles à atteindre. Ça existe, mais ce sont les plus difficiles. C'est par exemple devenir spécialiste de l'eau, spécialiste du carbone, spécialiste de la biodiversité. Après, il y a des choses qui sont plus abordables, notamment quand on vient du réglementaire. Alors, il y a autour de la CSRD, il y a le reporting extra-financier également, où ça, ce sont des métiers de spécialistes. Et puis, de plus en plus, on commence à voir des métiers qui vont intégrer cette casquette RSE dans leur job. Et ça, je pense que Clémence pourra très bien nous en parler. Par exemple, ça va être un directeur logistique qui est capable de parler, enfin de mettre en place surtout la circularité, l'économie circulaire, qui va pouvoir faire baisser les émissions de carbone. Ça va être un directeur financier qui va s'occuper de tout ce qui est reporting extra-financier, notamment avec la CSRD. Ça va être des directeurs marketing qui vont être capables de faire adopter des comportements un peu différents. Et pour moi, ces métiers-là sont vraiment en pleine émergence. Et quand on a déjà une expérience et qu'on a déjà un peu de carrière derrière soi, c'est vraiment là aujourd'hui où il y a des très très belles opportunités. Et puis après, pour terminer mon point qui est important, comme je l'ai dit au début, il y a quelques années, quand on choisissait la RSE, en général, on faisait quand même un trait sur une explosion de carrière ou un trait sur des rémunérations élevées. Ça, aujourd'hui, ça a énormément, énormément changé. Donc, les salaires, alors certes, on parlait de plus bas, mais ils ont quand même énormément augmenté. Et de plus en plus aujourd'hui, dans certains parcours d'entreprise, pour évoluer dans sa carrière, avoir fait de la RSE, faire de la RSE, c'est un atout très positif. Merci Caroline pour ce panorama général. Et puis je crois aussi que tu vois à travers voilà, les entreprises, vous êtes de plus en plus consultés et il commence à y avoir
un manque de talent hein, dans ces domaines-là. Et ce qui est important, moi, c'est c'est de considérer qu'il n'y a pas besoin que d'experts, en fait. Hein, et qu'aujourd'hui, et c'est un peu le thème de notre soirée, c'est de se dire comment aussi, dans n'importe quelle fonction, et d'ailleurs, on a tous le même objectif, c'est qu'à terme, on intègre les enjeux environnementaux et sociétaux dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et quand on arrivera à ça, on aura tout gagné quelque part, parce que la stratégie de l'entreprise sera alignée et que ça sera dans la préoccupation quotidienne de tout le monde. Et donc, et c'est ça qui est aussi important, et qui transparaît aussi dans tout ton discours, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus qu'une question de spécialiste, mais bien d'aligner tout le monde. Donc ça, c'est top. Et justement, Clément, oui, j'entends. Caroline, Oui, je me permets juste pour ouais. compléter par rapport à ce que tu dis. Effectivement, nous, on a de plus en plus aujourd'hui d'entreprises qui nous consultent pour savoir comment est-ce qu'on peut intégrer la RSE dans les parcours des métiers classiques. C'est-à-dire, on travaille avec la direction RSE, la direction RH, puisque bon, pour l'instant, c'est quand même plutôt des grandes entreprises. Et on va regarder avec eux parmi les métiers. Parmi tous les métiers de l'entreprise, quels vont être les impacts? Alors, ça peut être le changement climatique, ça peut être la circularité qui devient obligatoire. Il peut y avoir plein de choses, et c'est de voir comment ces métiers vont évoluer et comment est-ce qu'on fait pour former les gens jusque ces nouveaux métiers. Et l'autre sujet sur lequel on commence à travailler, c'est sur l'évaluation de la performance. Parce que, évidemment, si on évalue les cadres uniquement sur les bidas qu'ils vont faire à la fin du mois ou à la fin du trimestre, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, il y a quand même, en tout cas dans le SBF 120, quasiment tous les dirigeants ont une partie de leur rémunération variable sur des critères ESG. Et l'idée, c'est petit à petit que ça s'intègre aussi dans l'évaluation des cadres. Bah, très intéressant. Ça va effectivement pousser à aligner tout le monde, ça c'est certain. Merci beaucoup, Caroline. Bon, je pense que dans l'assistance et notamment dans la dernière partie de notre webinaire, il y aura sûrement des questions sur des profils précis. Donc, n'hésitez pas euh, pour les poser à ce moment-là. Je vais du coup passer la parole à Clémence, qui va justement faire le lien et témoigner de son expérience personnelle et de ce qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Et je te laisse la parole, Clémence, sans dévoiler du tout le suspense. Merci. Bonjour, merci Caroline. Bonjour tout le monde. Donc moi aussi, comme Caroline, je suis ravie d'être ici parce que ça nous tient à cœur de partager un peu cette bonne parole et de montrer qu'on peut encore changer les choses. Et donc effectivement, nous, on fait partie de la génération qui n'a pas été biberonnée à la RSE, comme ça s'appelait à l'époque, puisque ça n'existait même pas quand on a été à l'école, hein. C'était pas une matière qui était vraiment enseignée, on va dire. Et quand on a commencé à travailler, donc moi, c'est quand même il y a 25 ans maintenant, ça n'existait pas non plus, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui peut paraître très banal et accessible à tous, mais tant mieux si ça l'est. On voit qu'il y a encore un petit décalage quand même entre, oui, on est tous au courant, on sait ce qu'il faut faire et comment on fait concrètement dans notre boulot. Donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un à un moment dans ma carrière quand j'étais chez Danone, parce que j'ai démarré dans ce groupe-là, qui était un groupe déjà quand même assez engagé à l'époque. Donc, il y avait déjà des valeurs assez fortes et une notion de ce double projet économique et social qui paraît aussi quelque chose aujourd'hui qui est un peu évident. Mais comme tu viens de le rappeler, Caroline, en fait, les entreprises aujourd'hui, elles évaluent encore leur cadre beaucoup sur l'aspect financier et pas beaucoup sur l'aspect social. Donc, avoir été dans des entreprises qui ont déjà ça dans leur gène, en fait, dans leur ADN, ce double projet économique et social qui faisait vraiment partie de l'identité de Danone, je pense que ça a été une chance, moi, en tout cas, dans ma carrière, d'être dans une boîte comme ça qui a ces deux dimensions-là. Aujourd'hui, par exemple, une boîte comme Bell, elle incarne complètement ça aussi, les fromageries Bell, parce qu'ils ont cette volonté d'avoir l'économique et l'environnemental sociétal au même niveau. C'est vraiment un truc qui est important. Donc moi, j'ai fait 18 ans de grande conso en marketing dans des entreprises de food, donc le groupe Danone,
pour les biscuits Lu beaucoup et ensuite chez Kraft Food et Mondelez. Donc pendant 18 ans, je me suis occupée de marques alimentaires et ensuite j'ai fait 7 ans de conseil donc dans un cabinet de conseil qu'on avait monté avec une personne que j'avais rencontrée chez Danone, avec qui on s'est associé, Anne Génin, et qui a été une personne aussi assez importante dans la manière de voir le business et de voir le marketing. Donc, on a fait 7 ans de conseil toutes les deux. Moi, j'ai quitté ça il y a maintenant 8 mois pour retourner côté entreprise. Et donc, là aussi, c'est ça que je vais pouvoir vous partager comme expérience, c'est d'avoir connu le fait d'être au marketing au sein d'une entreprise avec le métier de marketing qui a quand même évolué hein, pendant 20 ans. C'est plus exactement quand même comme il y a 20 ans. Donc, comment ça évolue et comment on peut le faire évoluer soi-même en tant que chef de produit, chef de groupe, directeur marketing. Et puis, comment on peut le faire évoluer aussi quand on est en dehors de l'entreprise en tant que consultant. Donc, pendant 7 ans, j'ai fait du conseil pour accompagner des entreprises et les aider à transformer leur modèle petit à petit. C'est deux approches différentes. Donc, voilà, c'est ça que je vais pouvoir vous donner comme regard. Moi, je suis retournée donc il y a 8 mois au sein de l'entreprise. Donc maintenant, je m'occupe des marques patrimoniales de Beaux-Arts, hein, Le Franc-Bourgeois, Comté à Paris et Charbonnel, au sein d'une entreprise qui s'appelle Colart et qui est Bicorp. Et donc, c'est pas non plus pour rien que je suis retournée en entreprise, c'est parce que j'avais envie de refaire des choses de manière plus concrète qu'en étant en extérieur en conseil. Une autre approche, mais on peut faire dans les deux cas bouger les choses et aussi le choix d'aller dans une bicorp parce que ça correspond aussi à ce que je veux comme promouvoir comme modèle économique, donc des entreprises qui sont quand même assez engagées. Donc voilà, après vous pouvez me poser vos questions plutôt pourquoi l'interne, pourquoi l'externe, etc. Moi, je vais vous décrire un petit peu des exemples et vous donner quelques clés peut-être qui peuvent vous aider à transformer votre travail. Et je pense que c'est des exemples, moi je suis marketeuse, hein, mais qui s'appliquent aussi bien pour des acheteurs, pour la finance, pour n'importe la R&D, pour les commerciaux, pour n'importe quel métier en fait, parce que c'est juste une vision du travail qui est différente en fait. Et globalement, nous on se pose toujours deux questions à chaque fois. C'est vraiment comment est-ce que je peux, et c'est vraiment important quand je dis c'est pas comment l'entreprise peut, comment les autres peuvent faire, comment ma boîte peut faire, c'est comment moi je peux changer les choses. Donc, comment je peux aider à mieux produire, parce qu'on produit quand on est sauf si vous faites du conseil, mais si vous êtes dans des entreprises qui fabriquent des produits et qui les vendent, donc comment je peux produire mieux et comment je peux aider aussi à consommer mieux, puisque ces produits sont faits pour être vendus à un moment. Donc, comment je peux aider à consommer mieux. Donc, c'est vraiment deux questions qui sont assez simples et assez structurantes pour faire évoluer son métier. Euh, pour peut-être aussi vous donner quelques grandes idées à avoir, quoi, c'est que pour moi, il n'y a vraiment pas besoin d'être un expert de tout. Et pour rebondir sur ce que Caroline Renaud a dit avant, en fait, on ne va pas tous devenir tout d'un coup des Jean Covici, connaître tout le détail de comment est fabriqué le moindre atome et de savoir l'impact environnemental que ça va avoir. Ce n'est pas le sujet. Et donc, il ne faut pas avoir peur, en fait, de juste demander et s'entourer, parce que des experts, il y en a plein. Mais en fait, un expert, il est expert justement de quelque chose. Donc, moi, je pense que c'est super de pouvoir rencontrer ces experts, s'entourer d'eux, mais ça ne sert à rien de vouloir devenir soi-même expert, hein. Quand on n'est pas expert et qu'on a fait des études généralistes de commerce ou d'ingénieur, on peut faire bouger les choses à son niveau. Juste, il faut savoir identifier les bons experts qui vont pouvoir vous accompagner. Il n'y a pas besoin d'être expert de tout. Après, un autre élément de base aussi, mais qui est très important et que moi, j'ai pu constater, notamment quand je faisais du conseil pendant 7 ans, qui n'est pas très réel dans les entreprises, notamment pour les marketeurs, c'est le fait de s'ouvrir, de sortir de son bureau, d'aller rencontrer des gens, d'aller sur les salons, des salons comme ProDurable par exemple, mais pas forcément que des salons sur le thème du green, hein, ça peut être sur plein d'autres salons. C'est en fait rencontrer d'autres personnes et voir ce qui se passe un peu dans le monde. Et quand on est au sein de son travail pris dans le going au quotidien, c'est pas facile. Et du coup, ça manque un petit peu. Donc ça, c'est vraiment un truc qui aide aussi à transformer son métier, c'est voir un regard différent en sortant un peu. Et puis après, je pense qu'il faut être aussi un peu patient
parce que changer une entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, parfois, on peut avoir tendance, quand on s'intéresse un peu à ces sujets, euh, à aller un peu trop de l'autre côté du cheval, on va dire, et à vouloir tout changer tout d'un coup. Et en fait, ça ne marche pas. Enfin, moi, j'ai constaté, en tout cas, au sein de l'entreprise comme à l'extérieur, ça ne marche pas de proposer des visions trop extrêmes, parce qu'on n'arrive pas à embarquer tout le monde et l'entreprise, elle a besoin de s'adapter aussi et de comprendre, en fait, et d'arriver à mettre tout le monde au même niveau pour pouvoir avancer. Donc pour moi, le marketing, c'est justement un super bon métier parce qu'on peut changer les choses, on peut transformer à la fois comment on fabrique nos produits, on peut aussi transformer comment on aide les gens à changer leur comportement. C'est quand même la base du marketing. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros enjeu de donner un peu plus envie quand on est engagé, qu'on a des convictions et de ne pas montrer que c'est un projet d'activistes forcenés ou trop contraignants. Voilà, il faut arriver à le rendre un peu plus glamour. Donc, des exemples concrets, comment on fait, enfin, en tant que marketing, en tant que marketeur, déjà, pour n'importe quel secteur d'activité, pour moi, ce qu'il faut, c'est commencer par comprendre où est notre impact. Donc, c'est vraiment agir sur son cœur de métier. C'est aussi une règle de base, mais qui, par exemple, je ne sais pas si vous fabriquez, moi je connais bien le monde de l'alimentaire, bon, bah, si vous fabriquez des produits alimentaires, si votre première action, ça va être de changer l'emballage pour qu'il soit plus durable. En fait, c'est pas vraiment le cœur du métier et c'est pas vraiment là où on peut avoir le plus d'impact. Donc là où on a le plus d'impact, c'est là où il faut agir parce que c'est là où vous allez pouvoir justement obtenir votre résultat le plus fort. Donc ça commence en général par faire un bilan carbone quand même et voir, enfin pour l'aspect environnemental en tout cas, je vais plus parler de celui-là parce que moi je suis moins sur l'aspect les autres aspects sociétaux et tout qui sont aussi intéressants, mais disons que c'est plus sur l'aspect où on peut changer des choses structurantes. Pour moi, c'est plus sur les produits, les gammes de produits, etc. Donc, commencer déjà par comprendre où est notre impact et agir sur notre cœur de métier. Donc, par exemple, quand je vais vous donner l'exemple où j'ai travaillé le plus longtemps dans les biscuits. Euh, Là où on a le plus d'impact quand on fait des biscuits, c'est sur l'amont agricole, puisque la première matière première qu'on utilise pour faire des biscuits, c'est le blé. Donc, il faut se renseigner sur quelle est la meilleure manière de produire du blé et c'est ce que l'U avait fait. Donc là, pour le coup, c'est vraiment l'exemple concret hein, que j'ai vécu, qui a été initié par quelqu'un très pionnier aussi à l'époque, donc Anne Génin, qui avait décidé à un moment, bien avant la mode de la RSE, du bio et de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à améliorer la qualité de nos produits. Donc c'est vraiment au niveau agricole qu'il fallait agir. Après, on peut évidemment agir sur l'emballage, le faire avec du carton recyclé, etc. Mais ça aura un moindre impact. Donc savoir identifier là où on a le bon impact. Ensuite, le deuxième sujet, enfin, la deuxième étape, on va dire, ou la deuxième règle, c'est de vraiment être cohérent. C'est-à-dire que, je vais rester sur cet exemple-là, quand on fait des biscuits et qu'on décide de dire, bah, voilà, on a compris que notre impact, il est sur l'amont agricole, on va travailler sur l'amont agricole, ok. Ça veut dire que sur le reste de la chaîne, après, évidemment, il faut aussi s'améliorer pour qu'il y ait une cohérence quand même globale et que ça soit vraiment sincère et vrai. Il faut travailler sur d'autres choses. Donc, par exemple, quand on fait des biscuits, ben, on ne peut pas éluder le sujet du surpoids ou de la malbouffe. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler aussi sur la qualité nutritionnelle des produits. Donc là, pour le coup, on s'en est vraiment occupé de manière hyper concrète. C'est réduire les matières grasses de moindre qualité, améliorer les profils nutritionnels des produits. Bah là, même si vous êtes marketeur et vous n'êtes pas nutritionniste et vous n'êtes pas un expert paysan du monde agricole, juste vous allez arriver à gérer ce projet en vous adressant pour la partie amont agricole aux acheteurs qui vont sourcer le blé, à la R&D qui va ensuite faire des recettes avec des profils nutritionnels plus équilibrés. Vous allez aussi vous adresser et faire progresser du coup ces différents services. La finance aussi, parce qu'il va falloir acheter peut-être des produits matières premières qui vont être plus chers. Donc, vous allez aussi engager la finance
Et puis enfin, vous allez engager les commerciaux aussi, parce que les commerciaux, après, c'est eux qui vont vendre le produit. Donc, il va falloir quand même leur expliquer pourquoi on a fait ces changements. Donc, eux, ils vont ensuite aller engager les distributeurs. Donc, vous voyez que c'est une chaîne hyper vertueuse parce qu'on commence en se disant juste, bah, en fait, tu fabriques des biscuits, super, mais en fait, tu vas bouger le début de la chaîne agricole, donc le monde agricole, le monde financier, le monde commercial, le monde de la distribution. Et ensuite, on va bouger jusqu'aux consommateurs, puisque les consommateurs, après, on va les accompagner pour leur expliquer pourquoi on a retiré l'huile de palme des biscuits, par exemple, pour quelles raisons, pourquoi on a changé la composition nutritionnelle de nos produits, pourquoi il faut manger 2 biscuits et pas 10 quand on goûte. Donc, en fait, le métier de marketeur, il prend du sens parce que vous voyez que vous pouvez avoir un rôle qui va plus loin que juste vendre plus de paquets de biscuits à la rentrée des classes, quoi. Donc vraiment, pour moi, cette histoire de cohérence, elle est vraiment hyper importante. Et puis, peut-être le dernier point, c'est d'être vraiment sincère. Donc, ça veut dire que quand on a un- une décision stratégique qu'on veut prendre pour améliorer la qualité de ses produits, donc produire mieux et qu'on veut aider les gens à mieux consommer, ben, il faut que ça soit vrai, sincère. Donc, il faut que ça soit prouvé par des actions et surtout de peut-être pas se disperser et donc d'en choisir peut-être une ou deux ou trois maximum qui soient des grosses actions qu'on peut vraiment faire, mesurer, suivre et qui s'inscrivent dans la durée. Donc là, moi, je ne peux pas trop vous parler de l'exemple où je suis actuellement, enfin pour d'autres choses, oui, mais plutôt là où je suis restée plus longtemps, parce que la durée, c'est vraiment un critère aussi qui va faire qu'on peut faire changer les choses, hein. Si on change de boîte tous les 2 ans, on n'a pas beaucoup le temps de voir en fait l'impact de ces projets et non plus de se confronter aux difficultés, aux revirements de situation et tout. Donc c'est vrai que si on reste un peu longtemps dans une entreprise, on a le temps de bien voir et de pouvoir mesurer l'impact de nos actions. Je suis toujours sur cet exemple des biscuits. Bah, ça a été démarré en 2000, enfin, il y a bien longtemps, 2009. Et, euh, et aujourd'hui, on peut dire que depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, la ligne stratégique n'a pas bougé et on a continué à tout le temps faire évoluer et améliorer la qualité des produits, que ce soit sur les recettes ou sur les emballages ou sur les pratiques agricoles qui ont été mises en place. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut prendre assez longtemps. Moi, je me suis occupée de retirer l'huile de palme dans les biscuits. Ça a pris plus de 6 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait non plus du jour au lendemain. Et le CODIR ne nous accueille pas toujours les grands bras ouverts en disant c'est génial, oui, tout de suite, demain, on va tout changer. Ça prend du temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un petit peu patient aussi et pas se disperser à vouloir faire plein de choses parce que sinon, on épuise les gens. Donc, il vaut mieux avoir deux, trois gros sujets et essayer de les mener jusqu'au bout. Voilà. Et le dernier point, je pense, dans l'ordre aussi, quand même, c'est aussi après de communiquer. Mais c'est vraiment la dernière partie, en fait. Avant, on a fait les actions, avant, on a établi sa strate, avant, on a vérifié que ça allait tout bien être cohérent, et avant, on a mesuré son impact et là où on devait agir. Et après tout ça, on peut communiquer. Si on le fait dans l'autre sens, franchement, ça ne marche pas. C'est du greenwashing, ce n'est pas les bonnes actions qu'on décide. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, j'ai eu la chance d'être aussi enseignante par intermittence, mais j'interviens dans des écoles de commerce pour expliquer aussi comment on fait pour intégrer la RSE dans son métier de marketeur. Et très souvent, les étudiants, quand on leur pose des questions, ils voient tout de suite la communication. On va raconter ça et tout. Mais non, d'abord, et on va faire une super promo, on va faire une super action là-dessus. En fait, d'abord, vérifions qu'on est bien sur le bon sujet, quoi, avant de communiquer. Euh, donc voilà. Et par exemple, pour quand même donner des exemples aussi de cette entreprise où je suis arrivée plus récemment, mais je vois, bon, déjà quand tu es Bicorp, c'est quand même un bon signe que ton entreprise peut s'engager sur des projets long terme. Moi, je vois très bien que cette entreprise elle est engagée sur la neutralité carbone. Ça passe par le fait que ce n'est pas uniquement le responsable de l'usine qui va faire en sorte d'atteindre son objectif de neutralité carbone. Ce n'est pas son problème à lui, en fait. C'est l'enjeu pour toute l'entreprise. Et donc, nous, en tant que marketeurs, qu'est-ce qu'on peut faire
bah, on peut, à chaque fois qu'on va faire une innovation produit ou une rénovation produit ou analyser sa gamme de produits, on va se dire, bah, est-ce que ça va améliorer ma contribution pour atteindre mon objectif de neutralité carbone? Donc, est-ce que je veux continuer à produire des produits super loin qui, certes, sont peut-être plus profitables, mais du coup, qu'il va falloir acheminer. Donc, bah, déjà, tu as un gros paquet de transport. Est-ce qu'on va les produire dans des pays où il y a des énergies qui sont moins positives, on va dire, pour l'environnement que dans d'autres pays? C'est des choix stratégiques, ça, et c'est des choix de marketeur, en fait. Le marketeur, il peut décider à un moment, enfin, en tout cas, il peut proposer et pousser le plus possible pour défendre des produits qui vont contribuer à ce à quoi l'entreprise est engagée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que je constate dans des entreprises qui se sont engagées pour un enjeu comme ça, environnemental. Ça marche si tout le monde s'en empare dans son secteur, en fait, dans son domaine de compétences. Et le marketeur, il est pour moi aux premières loges pour faire ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, je crois, sur les 15 dernières années. En tout cas, moi, ce que j'ai pu vraiment constater en étant soit en interne, soit en externe, en faisant du conseil, c'est que si c'est uniquement les responsables RSE des entreprises qui sont en général reliés à la qualité ou peut-être aux achats ou peut-être au RH, ça a moins de chances de réussir parce qu'en fait, l'entreprise, elle reste quand même drivée aussi par l'enjeu économique. Et l'enjeu économique, il est quand même plutôt du côté de la création de valeur, plutôt du côté du commercial et du marketing que du côté des services supports que sont encore la qualité ou les RH. Et ce n'est pas du tout péjoratif hein, pour nos amis RH et qualité et réglementaires qui sont parmi vous ou qui ne sont pas là d'ailleurs, mais c'est juste qu'en fait, à la fin, celui qui va payer et qui va décider les projets et tout, c'est en général le marketing et le commercial. Enfin, c'est le business. C'est ceux qui font le business. Donc, c'est pour ça que le marketeur, il est aux premières loges hein, pour faire évoluer son métier et faire évoluer l'impact de son entreprise. Donc, euh, donc voilà, donc en conclusion, je pense qu'on peut dire que nous, en tant que marketeurs, on peut vraiment influer aussi bien sur l'amont que sur l'aval à travers ces deux grandes questions très basiques, mais qui, je vous redis, comment je peux aider à produire mieux et comment je peux aider les gens à consommer mieux. Et déjà, si on fait ça, bah, c'est déjà un petit pas pour nous et un gros pas pour l'humanité. Et l'environnement en particulier. Et Exactement. Clément, j'ai une petite question à te poser parce que en fait nous, donc chez Alumni for the Planet, où on accompagne donc les alumni dans leur projet de passage à l'action ou simplement pour intégrer les enjeux dans leur métier. Euh, on a vraiment deux types, on a beaucoup de préoccupations et en général, nos membres, ils nous disent, bah, je sais pas, j'en ai ras-le-bol, est-ce que je m'interroge, est-ce que je lâche mon entreprise, on va dire une entreprise traditionnelle, hein, etc., Mm. ou parce que bouger de l'intérieur, je sais pas comment faire, ou voilà. Alors après, on essaie de les accompagner là-dedans, mais on a les deux profils, voilà. Et toi, Ouais. Ben ouais. Eh voilà, tu as fait les bien, deux, donc ça m'intéresse que tu partages ton feedback parce que je ben pense que ouais, c'est mais je intéressant. comprends la question, hein, puisque je l'ai fait Mm. aussi. Et ben, je pense qu'il n'y a pas vraiment, ça va être une réponse de Normand, mais il n'y a pas un endroit où on peut faire plus qu'un autre. Je pense que c'est selon les sensibilités de chacun, là où on sent qu'on a le plus d'impact et où on se sent le plus utile. Et donc moi, en entreprise, évidemment, il y a eu plein de moments où j'ai été découragée en me disant, on va jamais... bah, en fait, tout le monde s'en fout, on va jamais y arriver, on va jamais le faire et tout. Sauf qu'en fait, bon, c'est des petits moments, hein, parce que la plupart des moments, en fait, c'est plutôt quand même des victoires et on voit que les choses avancent et que les choses progressent. Hein. Si vraiment on sent que ça ne bouge plus, bah oui, dans ce cas, il faut partir. Mais c'est pas en partant qu'on va améliorer les choses, en fait. Enfin, voilà, ça, c'est sûr. Hein. Donc, si tout le monde part de l'entreprise en se disant, bah non, bah, moi j'en vois plein, hein, des gens qui veulent faire du conseil et quitter l'entreprise et tout, en disant comme ça, je pourrais faire ce que je veux et tout. Enfin, ça va pas améliorer, en tout cas, ça va pas avoir l'impact escompté à la fin. Parce que les entreprises, elles seront toujours là. Donc, s'il n'y a plus personne dedans, ça ne marchera plus pour faire bouger les choses. Donc,
je pense que de l'extérieur, on peut faire plein de choses. Moi, ça me correspondait quand même, puisque je l'ai fait 7 ans. Mais j'avais plus envie d'être plus dans l'opérationnel. Et je pense que, en tout cas, moi, ça, en conseil, je trouve qu'on était. Enfin, j'avais l'impression que notre rôle était hyper important d'un point de vue stratégique pour sensibiliser, pour former, pour informer, pour inspirer. Donc, c'est déjà un énorme pas de faire tout ça, parce que c'est pas non plus acquis dans toutes les boîtes. Mais par contre, après, quand vous êtes en conseil, vous êtes à l'extérieur, vous restez à la porte. C'est pas vous qui allez faire les choses, prendre les décisions, hein. C'est pas notre argent après dans l'entreprise. Alors que quand on est dans l'entreprise, bah là, on décide vraiment si on veut faire les actions et les mettre en place, quoi. Donc c'est vraiment, je pense, enfin, ça répond peut-être pas 100% à ce que tu dis, mais c'est à votre question et je comprends l'interrogation des gens. Mm. Mais je pense qu'il faut plutôt savoir chacun là où on se sent le plus utile, en fait. Et il y Voilà, aura plus des voilà, là là où où on on a le sent qu'on plus aura le plus d'impact. d'impact. Mm. Ouais, Voilà. exactement. Voilà, Et découvrir, et ça c'est un chemin, hein, ça, ouais, on voit bien, puisque toi tu as fait ce chemin-là, je pars d'abord et ouais, puis je reviens, donc c'est ça qui est intéressant. ouais, Et découvrir là où on a le plus d'impact ouais. Et je et pense, prendre des risques. enfin, moi quand je fais des cours pour les étudiants, j'ai aussi l'impression d'avoir vachement d'impact parce que je me dis en fait ces étudiants-là, eh ben, ils auront une vision du métier du marketeur qui est différente peut-être que celle qu'ils auraient eue par des cours très classiques, très académiques, Mm. avec juste tick the box à la fin, on fait un truc RSE. C'est pas ça aujourd'hui faire du marketing durable, c'est pas ça quoi. C'est pas juste faire une bonne action ou aller distribuer des produits. C'est super, hein, j'adore les restos du cœur et tout, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va changer son métier. Ça, c'est super, il faut le faire. Mais par contre, ça va pas changer la manière de produire et de faire Mm. son travail, quoi. Très Si je intéressant. peux, Oui, Caroline. si je peux compléter, est-ce qu'il faut rester ou pas dans son entreprise? D'un point de vue tactique, en termes d'évolution de carrière, quand on a envie d'aller sur ces sujets, la première chose à regarder, c'est quand même de voir si en interne, vous pouvez commencer à faire des choses. Parce qu'après, quand vous allez chercher en externe, on va de toute façon vous demander des premières expériences, des premières choses à valoriser. Donc, le plus facile, c'est quand même de réussir à avoir, même si c'est pas encore le poste parfait, mais c'est de réussir à avoir des expériences en interne. Ok. Alors ça, justement, j'allais prendre il y en a quelques questions dans le chat et la première de Sandra, c'était un peu sur ce sujet-là, si je l'ai bien comprise, qui était de dire bah, est-ce que ça reste pas difficile de se réorienter vers des postes RSE, même généralistes. Donc je te la pose surtout à toi, Caroline, par rapport à ce que tu vois. Mais peut-être que la réponse, elle est dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de commencer par une étape en interne. C'est-à-dire que si on veut Mm. devenir directeur ou directrice RSE, si on essaye en interne d'évoluer vers ces postes-là, ça va être plus facile puisqu'on vous connaît déjà et puis l'évolution interne selon les entreprises, c'est plus ou moins faisable. Si vous allez à l'extérieur, que vous n'avez jamais fait de RSE ou pas trop, vous avez moins de choses à apporter versus quelqu'un qui connaît déjà l'entreprise. Alors peut-être quand Mm. même, nous, ce qu'on voit, c'est que pour faire de la RSE généraliste, on va dire, il y a quand même une notion de conduite du changement qui est quand même clé. Donc de toute façon, une entreprise qui veut faire ça correctement, elle va pas aller chercher des jeunes diplômés ou des gens qui ont 2, 3 ans d'expérience. Donc nous, ce qu'on voit quand même, c'est que dans les ETI, donc dans les entreprises de taille intermédiaire, on a des belles réussites de profils qu'on a réussi à placer, qui n'avaient pas été directeurs, directrices RSE avant et ont pu avoir ce poste. Alors évidemment, pour acquérir ce poste, c'est des gens qui ont fait des formations, enfin, il y a eu un chemin, il y a eu un chemin avant quand même. D'accord. Et alors, une autre question qui complète un petit peu sur ces métiers, qui est est-ce que ces métiers sont plus féminins que masculins? Et est-ce que ça a une incidence du coup sur la rémunération? Donc là, on cumule potentiellement deux sujets, un sujet, on va dire, de reconversion quelque part, mais et un sujet de diversité et de différence de rémunération.
Sur LinkedIn, je crois que j'avais publié quelque chose sur le sujet. Ça devait être aux alentours de la Journée internationale des droits de la femme. Alors, 2 tiers de nos candidats sont des candidates. Moi, mes premiers clients, c'était des clientes. Les premières personnes que j'ai suivies, alors à part Jean Covici qui est là depuis toujours, mais sinon c'était Elisabeth Laville, Elisabeth Pastor-Rice. Enfin, c'était des femmes, donc c'est quand même extrêmement féminin. Ça l'est de moins en moins. Ça l'est de moins en moins parce que je pense qu'il y a aussi des hommes qui s'intéressent au sujet, il y en a de plus en plus. Et puis, il faut quand même le dire, c'est quand même des postes qui deviennent plus stratégiques, donc ils sont plus hauts dans la hiérarchie. Ça devient intéressant de les faire, donc je n'ai absolument aucune raison scientifique de vous l'expliquer, mais ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a plus d'hommes. Après, sur les rémunérations, nous, en tout cas, puisqu'on publie des enquêtes et généralistes et pour nos clients spécifiquement sur les 3 typologies de métiers, hein, c'est-à-dire les métiers de spécialistes RSE, les métiers de généralistes RSE et ceux qui ont la double casquette. Et on ne voit pas de différence majeure entre les rémunérations des hommes et les rémunérations des femmes. Et en tout cas, les directrices RSE les mieux payées en France, ce sont des femmes très largement. Ok, merci beaucoup. Et la dernière question, et avant de passer à notre prochaine section, si je puis dire, enfin, c'est plus pour toi, Clémence, je pense. Dans le rôle du marketeur, comment vois-tu la dimension croissance raisonnée? Comment on gère potentiellement le fait de vendre peut-être un peu moins, en tout cas pas le maximum de produits, pas être dans le toujours plus, mais de vendre le juste nombre. Alors, je ne sais pas comment on définit le juste, mais justement, c'est peut-être le sujet, le juste nombre de produits. Oui, bah c'est toujours la question. Une entreprise, elle veut quand même toujours de la croissance, toujours. Donc, parce qu'en fait, la croissance va aussi permettre de financer des actions qui vont être bonnes. Donc, c'est pour ça que nous, on dit plutôt, enfin, je pense qu'il faut plutôt se dire comment est-ce que je peux mieux produire. C'est pas tellement le fait de dire est-ce que je vais plus produire ou moins produire. C'est plutôt, c'est pour ça que ça fait rentrer d'autres critères en fait que juste la croissance classique quantitative, quoi. Et c'est pour ça, je trouve que vraiment, enfin, je citais l'exemple de Bell, et je travaille pas chez Bell, j'ai pas travaillé pour eux et tout, mais ils sont très très modernes dans cette approche de dire que leur la fonction RSE justement, enfin la fonction RSE, elle reporte au DAF, quoi. Enfin, le CFO, il est responsable à la fois de piloter les performances économiques et les performances environnementale de l'entreprise. Donc, cette ambiguïté, quoi, enfin, on ne demande pas de choisir, en fait. On ne demande pas de choisir est-ce que tu fais de la croissance ou est-ce que tu fais de la RSE, en fait. Tu dois faire ce qu'il faut. C'est un peu flou, mais tu dois faire ce qu'il faut pour avoir un bon impact. Et donc, je pense qu'on a dépassé un peu la question de savoir si on doit faire de la croissance ou pas. On ne parle même pas du mot de décroissance. Celui-là, franchement, c'est difficile de dire à une entreprise, faites de la décroissance. Voilà. Oui. C'est mon Ouais. point de vue, hein, mais Ouais. l'entreprise est quand même là d'abord aussi, pas d'abord, mais elle est une entreprise. Nous, on avait fait un livre avec mon associé chez Bibus qui s'appelait Respect et qui, j'aurais dû vous l'apporter pour faire la promo. C'est toujours d'actualité, même si on l'avait écrit en 2018, mais c'était 10 entretiens avec des grands patrons enfin, avec des patrons en fait de différentes tailles, des PME, des entreprises de taille moyenne et puis des grosses entreprises. Et je le cite parce que de toute façon, le livre est public et tout, donc il n'y a pas de secret. C'était Olivier Clanchin, qui est toujours le patron de Tribal Loyal, qui s'appelle Olga maintenant, l'entreprise qui fait les yaourts vrais, Sojasun et tout ça. Et il nous avait dit, quand on l'avait rencontré, en fait, dans développement durable, il y a quand même développement, quoi. Et en fait, si tu veux pouvoir nourrir, financer tes actions et produire mieux,
globalement, ça coûte quand même plus cher que de Mm. produire moins bien. Donc, en fait, il faut quand même générer de l'argent et créer de la valeur, quoi. Et c'est pas antinomique pour moi. Enfin, pas du tout. Ouais. C'est ce que nous met Boris d'ailleurs là dans la conversation. C'est tout à Ah fait bah dans voilà, l'esprit. Ouais, exactement. exactement. Euh, Merci beaucoup. Je voudrais en profiter du coup pour vous présenter au niveau de l'auditoire un peu ce que fait Alumni for the Planet et comment du coup vous pouvez être accompagné si vous vous posez ce type de questions. Euh, Alumni for the Planet, on s'est créé donc il y a 4 ans maintenant et quasiment. Et on accompagne les alumni et en fait on a développé une méthodologie parce qu'on se rend compte que tout le monde toute personne qui veut agir pour intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux dans son job existant ou même de l'extérieur, on passe tous par les mêmes phases. On vous accompagne sur 3 axes. Hein. En fait, de l'information, la première phase, c'est en général de s'informer. Si on n'est pas du tout informé sur les enjeux, c'est compliqué de pouvoir en parler et de pouvoir mobiliser autour de soi et de pouvoir même se mobiliser. Nous, notre rôle, c'est pas de produire du contenu, il y en a plein qui existent. Donc, si vous avez besoin, on a sélectionné pour vous un certain nombre de ressources. Il y a vraiment des très, très bonnes ressources. Il y a plein de choses à faire. Il y a le MOOC du C3D, par exemple, qui est très bien fait pour vous aider. Il y a évidemment participer à une fresque du climat, par exemple. Bon, il y a plein de moyens aujourd'hui. Il y en a même trop, peut-être à un certain moment. Donc, on essaie de vous faire le tri un petit peu pour ça. Mais l'étape d'après, c'est libérer la parole, en fait. C'est-à-dire, je veux agir, mais je me sens seule. Nous, on a, dans nos webinaires, on se rend compte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se restent bloquées à ce stade parce qu'elles n'osent pas. Parce que justement, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, à ce qu'on dit Caroline et Clémence, on n'a pas besoin d'être un expert pour bouger. Il faut sauter cette idée-là et parfois la première idée, c'est souvent de dire, moi je suis pas un expert, donc je suis pas légitime. Bon, ce mot ressort souvent dans les échanges avec nos membres. Et en fait, la meilleure façon de ne pas se sentir seul, bah, c'est de se connecter à d'autres personnes qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes envies que vous. Et en fait, chez l'Unifor Planète, on a développé un moteur de recherche qui permet de vous mettre en relation avec d'autres alumni qui, comme vous, rien que le fait d'être inscrit sur notre plateforme, ça veut dire qu'on est intéressé par ces enjeux. Et donc, et comme vous, ont envie d'agir. Et parfois, vous retrouverez des personnes dans votre entreprise, parce qu'en fait, on met dans quelle entreprise on travaille, qui peuvent être aussi intéressés, mais simplement, vous ne le savez pas. Et déjà, autour d'un café, autour de la machine à café ou autre, vous pouvez prendre contact et commencer à créer un mini collectif. Et déjà, on se sent plus seul. Donc, voilà, en parler autour de soi, créer un collectif dans l'entreprise, même si c'est tout petit au démarrage, ça peut être un des moyens. Et c'est en général efficace. Alors après, on en a beaucoup, beaucoup. On a beaucoup de nos alumni qui ont été très actifs ensuite. Et puis après, ça peut prendre de très grandes proportions, hein, d'ailleurs. Et soutenir la RSE, d'ailleurs, dans ses actions et les relayer. Et donc, c'est vraiment une façon d'agir. Et puis ensuite, on a développé donc 2 types de webinaires. Donc le premier, c'est un webinaire du type de celui que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire un webinaire pour vous inspirer, juste pour vous donner des idées. Alors ils sont thématiques, ils sont thématiques, là c'était le sens de intégrer du sens dans son métier. On en fait parfois sur la décarbonation, etc. Mais on a toujours la même structure de webinaire où on va avoir une personne un peu plus expert du domaine et une autre qui, comme Clémence ce soir, va témoigner de comment elle-même elle a agi sur ce thème-là dans sa propre entreprise. Et donc, notre objectif, c'est de vous montrer que tout le monde peut agir. Et donc, vous tous, individuellement, vous pouvez agir, quel que soit votre métier. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on en a 2, on en a un prochainement le 22 mai, on en a un autre le 4 juin aussi, où notre marraine, Valérie Masson-Delmotte, va participer. Je vous engage, elles sont toujours gratuites, hein, donc je vous engage à vous y inscrire. Et puis, surtout, et c'est un peu pour l'étape d'après par rapport à tout ce qui s'est dit ce soir, on fait des webinaires qui s'appellent des webinaires concrétisés, l'action dans la durée. Et là, en fait, on travaille en groupe, en petits groupes. Et en fait, certaines personnes arrivent avec un projet concret, comme peut-être certains d'entre vous ce soir,
ou une difficulté rencontrée dans leur chemin pour agir en entreprise. Et en fait, on va vous aider, on va échanger, le collectif va aider à surmonter et vous allez repartir en fait un peu avec une to-do list de comment passer à l'étape d'après, comment pouvoir lever vos difficultés. Donc ça, c'est développer toute une stratégie de réussite. Et donc ça, je vous engage, il y en a un le prochain le 10 juin, animé par Gwenola, qui est avec nous d'ailleurs ce soir, qui est aussi une des fondatrices d'Alumni for the Planet. Donc, Gwenola, peut-être tu vas rajouter un petit mot là-dessus. Elle ne s'était pas prévue, donc je la prends complètement comme ça, en live, parce que Oui, moi en fait j'ai juste merci Caroline. Merci beaucoup Caroline et Clémence de vos partages que je trouve passionnants. Et moi j'ai juste une chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire Caroline sur les webinaires concrétisés, c'est qu'ils font du bien. 100% des participants repartent en nous disant ah, ça fait du bien, je repars avec non seulement plein de propositions extrêmement concrètes sur ce que je peux faire demain, Mm, mais en plus, je repars avec de l'énergie et de la joie. Et ils ont tous un sourire comme ça. Et nous mm. aussi, d'ailleurs, en les animant, parce que nous avons passé un bon moment. Donc, venez aussi vous ressourcer, parce que c'est un chemin long, nous le savons. Ouais. Et donc, n'hésitez pas, enfin, venez, quoi, passer un bon moment avec nous et vous repartez avec énormément de richesse et un grand sourire. Merci Gwenola. Exactement. Et c'est un chemin long. Je pense que Clémence l'a dit aussi. Et en fait, on a schématisé, là vous le verrez, la stratégie de réussite en 5 étapes. On a déjà parlé de libérer la parole. Après, évidemment, ça va être définir l'ambition, proposer des solutions, etc. Et ça finit par tenir la distance parce que, en effet, Clémence l'a bien montré dans son témoignage. Bah, il faut choisir, il faut ensuite choisir les sujets les plus importants, ceux que vous allez tenir, mais parfois ça prend 1, 2, 3, 6 ans, comme elle l'a dit, par exemple, pour l'huile de palme. C'est long et c'est pas grave, mais il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de trouver des alliés, il y a besoin de pouvoir tenir la distance. Et donc, bah, voilà, nous, on essaie de vous accompagner. Il y a sûrement plein d'autres moyens aussi. C'est important. Voilà, c'est important. Alors justement, peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir partager ce type de préoccupation, hein, de tenir la distance, si vous êtes déjà sur un chemin d'agir dans votre entreprise. Je vous propose de passer au temps d'échange tous ensemble. Donc, je vous propose vraiment de pouvoir nous partager vos préoccupations et on essaiera de vous y aider, de vous aider ou de vous apporter voilà, des réponses, en tout cas de vous, quel que soit le sujet. Donc, je vous propose de vous donner la parole. Vous pouvez allumer vos caméras quand vous prenez la parole si vous le souhaitez ou rester sans caméra, c'est comme vous le souhaitez. On vous propose en fait ce temps d'échange comme un temps vraiment un peu de forum ouvert où vous nous dites, vous vous présentez juste en nous disant votre formation d'origine, vos années d'expérience et vos métiers et secteurs de prédilection, parce que ça permettra aux autres aussi de mieux vous situer et puis nous dire voilà, ce qui vous préoccupe et quelles sont vos questions ou poser des questions directement sur leurs expériences à Caroline et Clémence. N'hésitez pas. Et Caroline, j'en profite en Ouais, attendant que si bien quelqu'un sûr. cherche des questions, pour rebondir sur quelque chose que tu as dit aussi, qui est vraiment quelque chose, nous, qu'on a constaté aussi, moi, quand je faisais du conseil, mais c'est exactement la même chose en entreprise, c'est que parfois, l'entreprise, elle n'est pas prête pour un sujet un peu ambitieux et que sa manière de démarrer une démarche RSE, ça va être quelque chose de beaucoup plus loin de ce qu'on aurait nous voulu faire, mais qui va l'emmener en fait quand même à mettre un pied dans, enfin, ça permet de mettre un pied dans la porte quand même. Donc nous, par exemple, il y avait des boîtes qui nous appelaient pour les accompagner sur une stratégie RSE. Donc, bah, on dit, bah, il faut faire là où on a le plus d'impact, sur votre cœur de métier, etc. Ce qui nécessitait effectivement, pour certaines,
des actions trop lourdes, en fait, qu'elles n'étaient pas prêtes à faire. Mais par contre, elle disait, mais par contre, moi, j'ai envie de m'engager sur le handicap ou sur l'inclusion et tout. Bon, bah, en fait, fine, très bien. En fait, nous, c'est pas ce qu'on aurait fait pour avoir l'impact escompté sur l'environnement ou sur vraiment là où la boîte pouvait agir. Mais en fait, si ça permet, ça ne va pas faire de mal, ça peut faire que du bien aussi. Et si ça permet d'emmener et de commencer à prendre conscience un peu plus, c'est pas grave en fait, il faut le faire. Et puis, c'est ça aussi le fait de dire, c'est ça aussi qui permet de tenir un peu la distance aussi, c'est que bah, du coup, il y a peut-être y avoir 10 personnes qui vont se sentir concernées. Et puis, après, bah, ça va en emmener un peu d'autres parce qu'elles vont trouver que finalement c'est intéressant. Et parfois, ça peut être sur des choses qui ne rentrent pas, entre guillemets, dans la case RSE. On va organiser, je sais pas moi, aller ramasser les déchets dans sa rue, enfin dans son entreprise ou dans son quartier. Bah, en fait, ça va être un petit truc, c'est pas grave, mais ça va permettre quand même d'enclencher quelque chose. Oui. Et tu as complètement raison, et on a eu beaucoup de témoignages dans justement dans nos webinaires concrétisés. Enfin, on a eu tous les types de témoignages, et notamment, je reboucle avec ce que tu as dit sur le bilan carbone, parce que alors là, c'était très, très flagrant. Une personne qui travaillait dans une boîte de consulting, d'ailleurs, hein, qui nous disait, bah, dans notre entreprise, on pensait que pendant 6 mois, tous les gestes possibles et inimaginables en interne ont été mis en place. On a évidemment regardé aussi les transports, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, en fait, moi, je me suis dit, mais quand même, est-ce qu'on attaque vraiment les vrais sujets? Faisons un bilan carbone. Il a convaincu son entreprise de faire un bilan carbone. Le bilan carbone a donné, ils se sont rendus compte que depuis 6 mois, ils travaillaient sur 2% de leur bilan carbone. Voilà. Alors, c'est très bien de commencer aussi par les gestes visibles pour fédérer toute l'entreprise. Ça peut être une technique, notamment en conduite du changement. Mais en réalité, l'impact, c'était 2%. Et donc là, ils ont décidé après d'attaquer les sujets. Et c'est ce que aussi tu disais, voilà, choisir un peu ses combats et aller sur le plus important, ou en tout cas un des plus importants, c'est bien. Et voilà, donc ça, c'est top. Et je voyais aussi, alors il y a des questions d'ailleurs. Attends. Ah oui, non, enfin, c'était une affirmation, mais qui peut être une question aussi de Constance qui disait qu'elle trouvait dommage, alors ça m'intéresserait de voir si vous constatez, notamment Caroline, la même chose, que l'ESS et les entreprises à mission très engagées embauchaient en fait que des profils experts, en fait, si je résume. C'est-à-dire embaucher souvent de la même manière, c'est-à-dire l'expérience avant tout dans une structure exactement équivalente. Voilà, donc en gros, il faut avoir travaillé dans le SS pour aller travailler dans le SS, et il faut avoir été dans une entreprise à mission pour être embauché dans une entreprise à mission, quoi. Est-ce que c'est ce que tu constates aussi, Caroline, ou Alors, pour l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, là, il y a vraiment deux typologies. Il y a des associations qui ne recrutent que des gens qui viennent du monde associatif. Et de plus en plus, il y a des associations qui, au contraire, sont intéressées pour avoir des gens qui viennent du monde associatif parce que ça apporte autre chose. Et de la même façon, en entreprise, de plus en plus des profils qui viennent du monde associatif, ça apporte aussi une valeur ajoutée. Et nous, on a vu enfin voilà, on a vu des très jolies transitions en ce sens. Pour parler des sociétés à mission, alors la loi existe depuis 2019, le temps de la mettre en place et tout. Si ce sont des entreprises enfin,
c'est impossible techniquement. Après, nous, ce qu'on voit dans les entreprises, par exemple, comme les entreprises Bicorp ou les sociétés à mission, c'est que quand on cherche pour des postes classiques comme des directions marketing ou finance ou logistique, on va chercher des gens qui ont quand même cette appétence très forte et cette compréhension aussi des enjeux et des différences que ça peut faire. Enfin, la façon dont Clémence tient son discours, on a bien compris qu'à la fois, elle s'est posé les questions et elle continue à s'en poser sur comment est-ce qu'on allie croissance et performance durable. Euh, Après, il y a aussi parfois un peu de naïveté de la part des candidats de se dire je viens d'une grande entreprise, je veux travailler dans une entreprise engagée et je me suis pas posé des milliards de questions et tout va être facile. Non, globalement, moi je dirais même que c'est plus difficile de travailler dans une entreprise hyper engagée parce que on se met des contraintes supplémentaires avec des concurrents qui continuent à avoir des pratiques hyper classiques. Et puis après, ben, on est dans le monde du recrutement en France, à savoir, moi je connais plusieurs personnes, ils sont candidats, ils m'expliquent que c'est pas juste, on recrute que des gens qui ont fait la même chose pour faire la même chose. Et puis une fois qu'on les voit en tant que clients, c'est ce qu'ils demandent aussi. J'ai une autre question assez pointue de Laurence qui nous demande s'il y a un endroit où on trouve l'information sur les lois votées ou en cours de vote concernant l'impact environnemental qui vont impacter donc les entreprises à court terme. Alors, quelqu'un a répondu Data News est intéressant. Ouais, ça c'est moi. RSE Ah, Data c'est News. toi. Moi je trouve, Eh ben, c'est ouais, toi. je C'est trouve que ça. c'est pas mal. Ok. Après Novetti qui reprennent pas mal de choses Ouais. aussi. D'accord. Et sur le site de l'ADEME, on doit avoir une bonne part comme Mm. ici. Hein. Donc voilà. Ah, Yann, il a été journaliste consultant, entre autres. Il est aujourd'hui auditeur sur les subventions européennes. Il s'auto-forme sur la RSE et les sujets climatiques. Et il ambitionne de travailler dans la RSE. Il dit, existe-t-il une recette pour y arriver? Des formations officielles, entre guillemets, sont-elles nécessaires? Alors, Euh, comment on peut l'aider? Alors, les recettes officielles, y en a pas, mais il y a quand même des grandes tendances. Et ça, Caroline, dans les slides que tu as montrés, enfin, c'est tout à fait pertinent. Hein. C'est que la première question, c'est de faire voilà, une forme de bilan de compétences ou en tout cas quelque chose qui s'y approche pour voir, pour comprendre ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, voir dans quel sens on peut avoir de l'impact avec ça. Après, identifier autour de soi quels sont les impacts qui nous intéressent le plus. Donc là, c'est beaucoup d'informations. Et je crois que même si Caroline et Clémence ont insisté sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'être expert de tout pour faire de la RSE, il faut quand même beaucoup, beaucoup s'informer sur les sujets parce que ça bouge extrêmement vite. Et puis, bah, les solutions toutes faites, on les a pas, donc elles avancent. Et après, en tout cas, moi, c'est ma conviction et probablement vous trouverez des gens qui disent que c'est l'inverse, mais aujourd'hui, je suis quand même à peu près convaincue que suivre une formation, ça me semble assez essentiel. Donc des formations, il y en a plus de 500 en France qui existent aujourd'hui. Il y a plein de formats, il y a plein de formats différents. Il y en a qui sont en ligne, il y en a qui sont sous forme de master. Donc après, ça dépend si vous voulez quelque chose de spécifique sur votre métier, si vous voulez vous ouvrir un peu plus. Et la clé, le truc le plus difficile à faire, en fait, c'est avoir ce petit truc sur le CV, cette petite ligne qui fait qu'on va vous faire confiance. Donc, ça peut être, bah, si vous avez fait une formation, parfois il y a des stages, donc ça peut aider. Ou alors, vous avez fait une formation, pardon, une étude, quelque chose pour un ancien client, pour un ancien patron que vous connaissez pas, que vous connaissez, qui vous aura donné votre chance. En fait, toutes ces petites lignes-là vont vous aider à vraiment acquérir de... Alors, c'est même pas de l'expérience, hein, c'est vraiment quelque part la ligne sur le CV qui fait qu'on vous donnera confiance.
il ne faut pas non plus suivre à la lettre ce qu'on vous demande dans les offres d'emploi, puisque effectivement, on va vous demander d'avoir 10 ans d'expérience réussie sur tel sujet, et il n'y a à peu près aucun intérêt à aller refaire la même chose que ce qu'on a fait avant et qu'on a réussi. Donc, il faut bien délimiter ça et surtout ne pas oublier de mettre en avant tout ce que vous avez fait avant et de le valoriser quand vous cherchez quelque chose. Merci beaucoup, Caroline. J'allais demander à Gwénolin peut-être de nous partager deux, trois exemples concrets que tu as pu voir, voilà, d'actions, de projets, de personnes qui ont agi dans leur entreprise dans nos différents webinaires. On en a vu passer quand même un certain nombre. Donc peut-être que tu as Ouais. des idées qui peuvent inspirer. En fait, je vais vous partager un des Mm. exemples, c'est le premier webinaire de ce format que nous avons organisé il y a 2 ans, bientôt et demi, où quand j'annonce que c'est pour aider les personnes qui sont dans l'entreprise pour faire évoluer leur entreprise de l'intérieur, il y a quelqu'un qui envoie un message en disant, bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, moi je viens de démissionner, donc je sais pas pour moi. Et je dis, non, 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 surtout restez, parce que de toute façon, là, vous avez une période à faire avant de partir, donc vous pouvez faire des choses pendant ce temps-là. Et en fait, ce qu'a fait cette personne, c'est qu'avant de partir, il en a parlé. Donc, il a travaillé sur la première étape, libérer la parole et créer un groupe en fait de personnes pour travailler. Et donc, il a créé ça dans son entreprise avant de partir. Et quand il est parti, eh ben, en fait, ça lui a donné son premier poste, son premier job, parce qu'il les a aidés, mais de l'extérieur, en fait, à faire évoluer les choses là où il est aujourd'hui. Et il m'a envoyé un message récemment où il a trouvé un poste sur mesure, correspondant profondément à son envie dans une entreprise en pleine évolution. Donc voilà, il s'est aussi construit, et je rebondis sur ce, Caroline, ce que tu disais, sur mettez en avant vos expériences, parce que clairement, c'est l'expérience de ce qu'il avait entrepris dans son entreprise qui lui a permis ensuite de trouver le travail qu'il a aujourd'hui. Nous avons aussi, parce que les gens reviennent régulièrement dans ces webinaires, vous l'avez compris, ils sont là pour vous aider à chaque étape et à chaque fois que vous avez un petit coup de moins d'énergie ou plus de difficultés à trouver des solutions. Et donc, il y a quelqu'un qui vient très régulièrement et qui, partant d'une entreprise où rien, étant dans une entreprise où rien n'était fait, il a proposé de faire un bilan carbone qui a été accepté. Il a ensuite proposé de s'occuper, donc de faire ce bilan carbone. Il a obtenu que 1/5 de son temps, donc une journée par semaine, soit consacré à mener ce bilan carbone et il est en ce moment en train de déployer ce travail dans toutes les autres filiales de cette organisation. Et voilà, donc ne part... et au démarrage, en fait, la chose que j'avais envie de vous dire, c'est que la plupart des gens qui viennent dans nos webinaires arrivent en disant c'est pas possible ou là, de toute façon, c'est un point de blocage. Donc là, grande respiration, regardez tout le parcours qui a déjà été fait. Et parce qu'en fait, c'est vraiment vous, et merci Clémence de qu'est-ce que moi je peux faire, qui est vraiment une question essentielle. Et aussi vous, mais qu'est-ce que voilà. Pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est déjà commencer par voir le positif. Bah, moi aussi, il y a quelques années, bah, ce n'était pas une question pour moi et j'étais nulle part. Et voilà, donc ne pas juger que mes interlocuteurs ne vont pas pouvoir évoluer, ne pas préjuger que telle personne ne changera pas, que le comité de direction ne changera pas, ne pas préjuger que c'est impossible, ne pas préjuger que vous n'y arriverez pas. Et c'est vraiment une des choses que nous partagent quasiment toutes les personnes qui viennent, c'est que dans le concret, au-delà de, voilà, l'expertise à aller trouver, des propositions à faire. La chose qui les aide le plus, c'est d'être par principe dans l'ouverture et ne pas juger et ne pas préjuger. Et voilà, une autre clé, moi, que j'ai envie de vous partager aussi, c'est célébrer. Célébrez chacune de vos avancées, célébrez chaque fois que vous allez prendre la parole pour proposer quelque chose, que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez proposer une idée, que vous allez réussir quelque chose, parce que ça fait du bien. Vous allez être bien et ça va donner envie aux personnes autour de vous. En fait, toutes celles qui n'osent pas, et c'est ensemble que nous allons y arriver, toutes ces personnes-là, elles vont avoir envie de vous rejoindre pour faire avancer les choses. Donc, vous pouvez, et nous voyons ouais, des gens qui vont vraiment très très loin, et c'est sur un temps long, mais vraiment allez-y, faites-vous confiance, allez-y.
Mm. Gwenola, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que moi, ça me parle énormément ce fait d'oser. Et je vois des gens là dans la conversation qui disent bah, je vais devoir trouver un stage, je sais pas trop comment faire et tout. Moi, je trouve que un des critères qui est vraiment hyper fort, c'est si vous avez une boîte que vous aimez bien, ou une marque, ou, eh ben, juste faut les contacter. Et en fait, le fait je dis pas que ça marche à 100%, hein, ce serait trop beau, on n'est pas au bisounours et tout, mais quand même, si on aime quelque chose et une marque, une entreprise, quelqu'un, juste quelqu'un même que vous avez croisé une fois et tout, vous l'appelez, vous rentrez en contact. Qu'est-ce que vous perdez en fait? Comme on dit, la gêne de la demande ne dure qu'un instant, hein. Vous perdez quoi? Rien. En fait, peut-être la chance qu'ils vous disent oui, quoi. Donc il faut essayer, hein. Est-ce que je peux poser une question directe Bien sûr. Oh my D'abord, je God. voulais vous remercier toutes les trois parce que c'était extrêmement intéressant, surtout pour moi qui ne connais pas encore grand-chose. Je voulais te remercier Clémence, on se connaît un petit peu, mais je trouvais que Oui, c'était... je te reconnais très bien. Ouais, je trouvais que ton retour d'expérience était extrêmement concret et parlant. Et je pense que pour ceux qui parmi nous sont comme toi, avoir une double casquette dans nos métiers et pas forcément être des experts, ça donne de l'énergie, ça donne des perspectives parce qu'on peut tous faire un petit peu à son niveau. Moi, j'ai une question un petit peu plus généraliste peut-être, donc peut-être pas spécifiquement pour toi Clémence, peut-être pour Caroline. Parce que dans la RSE, il y a beaucoup de choses. Il y a les impacts environnementaux dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et notamment dans l'expérience de Clémence, mais il y a aussi les impacts sociaux, sociétaux sur la communauté. Et je m'interrogeais un petit peu, puisque vous avez une vision assez globale des entreprises, sur l'organisation que choisissent les entreprises sur ces sujets RSE. Est-ce que c'est des sujets que vous voyez les entreprises traiter ensemble, donc dans une seule et même direction, ou moi je viens des ressources humaines, où on avait la partie diversité et inclusion, par exemple, ou la partie engagement des collaborateurs dans les communautés. Est-ce que ça se fait encore de manière assez séparée? Tout à l'heure, Clémence, tu disais que l'impact environnemental, c'était le business qui le tenait, parce que c'est le business qui prenait les décisions. Oui, et, pour pas dire oui, mais, je pense qu'il y a d'autres acteurs dans l'entreprise qui y participent. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez que ça s'organise dans les entreprises? Alors, je peux essayer de répondre. Clémence a déjà utilisé la réponse normande, mais je vais le refaire. Je pense qu'aujourd'hui, les questions qu'on nous pose le plus, il y en a deux. C'est quelle formation il faut choisir et comment sont organisées les entreprises qui sont le plus performantes et bien disantes en RSE. Donc, en tout cas, il y a un vrai sujet sur l'organisation des sujets. Alors, à la fois parce que ça monte dans les COMEX, mais du coup, qui prend ça, etc. Alors, c'est intéressant que vous veniez du monde des ressources humaines. Les DRH, à mon sens, étaient quand même extrêmement éloignés de ces sujets, sauf pour les sujets diversité et inclusion qui leur revenaient traditionnellement. Et puis là, depuis 2 ans, je trouve qu'il y a vraiment une poussée hyper intéressante des DRH sur les sujets. Et d'ailleurs, la NDRH a publié un livre blanc qu'on peut trouver gratuitement sur leur site sur comment les DRH peuvent intégrer la RSE dans leur sujet. Et j'en profite aussi parce que j'en ai pas parlé. Nous, Burdeo, avec le cabinet de conseil Bartel et l'ESSEC, on a publié une étude comment intégrer la RSE dans les métiers. Donc, on parle des DRH notamment, on parle de la logistique, de la R&D, enfin, il y en a plusieurs. Donc, c'est pareil, cette étude, elle est disponible gratuitement, donc ça donne quelques pistes. Et puis après, les entreprises qui commencent, enfin, il y a des enjeux de CSRD, donc c'est une réglementation européenne qui touche aujourd'hui toutes les entreprises cotées et puis qui va en toucher d'autres petit à petit. Le grand principe de la CSRD, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout d'ajouter de la réglementation et des reportings supplémentaires. C'est vraiment que l'entreprise se pose la question quels sont, moi, les impacts qui sont le plus forts sur mon business et où est-ce que j'ai le plus d'impact aussi en termes de business. Et pour le coup, pour certaines entreprises, eh ben, on sera plus sur des sujets sociétaux et pour d'autres, on sera beaucoup plus sur des sujets environnementaux ou alors sur d'autres, ce sera d'inclusion, de diversité. Donc, ça dépend vraiment beaucoup des business. Et en tout cas, si c'est euh,
en France, en tout cas, on a quand même souvent mis l'environnement quand même un peu en tête, notamment avec le carbone. Voilà, c'est quand même alors c'est un sujet hyper important, hein, je vais certainement pas dire le contraire, mais c'est vrai que ça a un peu ça a un peu annihilé les autres sujets, mais les organisations anglo-saxonnes, notamment les organisations américaines, ont sur ces sujets quand même aussi pas mal avancé et ont des organisations intéressantes. Et de plus en plus, dans les directions RSE, mais même en France, hein, vous avez un généraliste et puis vous avez une personne qui va être plus spécifiquement sur des enjeux sociétaux ou de diversité et d'inclusion ou de relations parties prenantes. Merci beaucoup, Caroline. Vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si Caroline et Clémence, vous voulez ajouter un petit mot avant qu'on se quitte. Moi, vraiment, ma conclusion, c'est de dire, de sentir là où on est vraiment bien pour agir, que ça soit en dehors ou à l'intérieur de l'entreprise, vraiment là où on est bien. Et on peut très bien changer. En fait, il ne faut pas avoir peur de changer, hein. On va bosser longtemps, hein, je crois, jusqu'à 67 ans. Donc, on peut quand même changer plusieurs fois. Et c'est pas grave si on ne trouve pas la première fois là où on est bien et où on a de l'impact. Ça peut être la fois suivante. Il ne faut pas se décourager. Donc, il faut être patient, être convaincu et puis oser, quoi. C'est vrai, hein, en fait, si on n'agit pas pour soi-même, personne ne va le faire pour nous. Donc, faut aussi se... Mm. C'est pour ça quand je dis qu'est-ce que je peux faire, ça dépend de chacun de nous, hein, ce qu'on veut faire quand même. C'est Mm. pas l'entreprise qui va décider pour nous l'impact ou la carrière qu'on veut avoir. Merci, Clémence. Caroline, tu veux ajouter quelque chose? J'aurais pas dit ça il y a 3 4 ans, mais maintenant c'est vraiment des métiers où il y a des super opportunités, donc il faut pas hésiter à y aller. C'est vrai que parfois ça peut paraître long, et puis à nouveau on peut pas tout changer du jour au lendemain, on peut pas changer de métier, de secteur d'activité, de région, etc. Donc Mm. il y a voilà, enfin il y a des étapes qu'on prévoit et qu'on prévoit pas non plus, mais qui peuvent aussi être très intéressantes. Merci beaucoup, Caroline. Et ben bon, pour conclure, je vous souhaite à tous bonne chance dans votre chemin. N'hésitez pas à venir nous voir, nous solliciter, participer à nos autres webinaires pour être accompagnés. On le fait avec plaisir et avec beaucoup d'énergie et de joie, comme l'a dit Gwenola. Et c'est le plus important. On en sort effectivement toujours avec beaucoup de plaisir, comme ce soir. Merci à tous pour votre présence et votre participation. On vous enverra dans quelques jours un petit mail avec le replay, quelques liens vers des ressources et, euh, et voilà, et des contacts. Donc, à très bientôt et merci encore à tous.